Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer le challenge d'Ettony, 31 jours au pays du tarot. Alors cette vidéo, c'est la première que je filme depuis que je suis rentrée d'Égypte. Les deux autres que vous avez vues, je les avais filmées avant. Voilà, je suis rentrée d'Égypte il y a une semaine maintenant, mais je suis rentrée très malade. Et je suis encore très fatiguée, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises dans cette vidéo, d'ailleurs que je refais parce que la première que j'avais faite, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc juste un petit mot sur l'Égypte. C'était au niveau des vieilles pierres, c'était vraiment très très chouette. C'était même presque un peu irréel. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai été très touchée par l'état de l'Égypte, qui est catastrophique. Les gens vivent dans des conditions catastrophiques. Il y a beaucoup de pauvreté. Ça a beaucoup changé en fait depuis que j'y étais allée la première fois, c'est-à-dire il y a 25 ans. Et puis, bah, j'ai pas les mêmes yeux, j'ai un peu mûri. Du coup, j'ai vu beaucoup de choses, et notamment la condition des femmes, que j'ai trouvé difficile, très difficile. Il ne fait pas bon du tout être une femme quand on est égyptienne. Voilà, notamment des choses hein, qui existaient déjà à l'époque, mais il y a 95% des femmes qui sont excisées, avec les trois types d'excision. Donc c'est voilà, et j'ai eu voilà, plus de détails, je me suis plus renseignée. J'ai vu aussi bah, ce pays qui vivait beaucoup du tourisme, qui s'est énormément dégradé. Voilà, puisqu'il n'y a plus de touristes, on était vraiment tout seul sur tous les sites, hein, les pyramides, Karnak, Luxor, tous les grands sites égyptiens, il y avait personne. Donc c'était bien symptomatique de ce qui se passe là-bas. Voilà. Par contre, c'est un pays où moi je me suis sentie en sécurité au niveau... voilà, on se fait pas voler nos affaires, les gens sont respectueux, on se fait beaucoup harceler puisqu'il n'y a pas de touristes. Mais par contre, enfin, moi, en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, j'ai jamais eu peur du tout. Voilà. Voilà, donc je suis rentrée avec plein de belles choses dans les yeux, plein d'envie de redessiner ce que je faisais avant, c'est-à-dire avec un style un peu hiéroglyphe. Voilà, puis avec des choses très belles. Là, je connaissais beaucoup plus la mythologie égyptienne, donc j'ai pu voir et bah, reconnaître sur les hiéroglyphes et sur les gravures sur les murs, dans les temples ou dans les tombeaux. J'ai pu voir donc, et reconnaître et comprendre un certain nombre de choses. J'ai pu voir aussi et confirmer que bah, c'est une histoire qui est très ancienne, enfin, une mythologie qui est très ancienne. Donc c'était ça, enfin, les pyramides, elles datent les premières pyramides, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à à peu près, on va dire, Jésus-Christ, hein, un petit peu après. Il y a eu toute une histoire, donc c'est le nord et le sud qui ne se sont pas entendus, les arabes qui sont passés, qui sont repartis, les perses, les syriens, etc. Donc c'est un pays où il y a eu ça a été beaucoup brassé. Donc, et même pendant l'Égypte ancienne, donc on comprend pourquoi aussi il n'y a pas de cohérence. C'est pas juste un peu comme nous avec un livre, la Bible, et puis un truc un peu bien carré. Là, il y a plein de choses, et puis on a que des témoignages anciens sur des murs et sur des colonnes ou des parchemins, mais on n'a pas des parchemins, des papyrus. On n'a pas des choses aussi récentes et sur une durée aussi courte que par exemple dans la religion catholique. C'est pour ça qu'on a parfois des dieux qui sont appelés du même nom mais c'est pas les mêmes, ils représentent pas la même chose, ou à certains endroits des choses qui se ressemblent mais qui n'ont pas les mêmes noms, ou qui ont la même tête d'animal mais c'est pas le même. Enfin bon voilà. Donc c'est quand même voilà, c'est complexe et c'est normal.
Voilà, alors je vais commencer par récupérer donc, le train sur le challenge d'Etony. Alors je vais me le remettre. Etony, 31 jours de tarot. Alors, est-ce que je vais tomber sur le bon? Je vais prendre celui de 2019, c'est quand même mieux. Donc j'étais allée jusqu'à la question 9. Et la question 10, ce sont les tarots avec lesquels j'ai envie de plus travailler en 2019. Alors, hop. Alors, les tarots avec lesquels j'ai plus envie de travailler, bon, déjà en 2019, je vais travailler avec les nouveaux tarots que je vais recevoir. Donc ceux-là, je ne les compte pas. Mais ceux que j'ai aujourd'hui, alors j'ai d'abord un projet de travail avec celui-ci qui est le tarot des vampires. Alors c'est un tarot que j'avais commandé il y a pas mal d'années, 4 ans peut-être. Et en fait, je l'avais acheté d'occasion et j'ai reçu que le livre. Donc ça m'a tellement énervée que je ne l'avais plus jamais racheté. Ensuite, j'ai évolué un peu dans mes goûts, notamment les choses qui m'inspiraient au niveau visuel. Et je trouvais celui-ci trop adolescent. En fait, c'est vrai qu'il a un côté un petit peu adolescent. Et du coup, j'avais moins envie de travailler avec. Et puis du coup, là, j'ai envie à nouveau surtout de bosser avec le livre, qui est un livre qui est assez exceptionnel. Il y a un très très bon travail de Yann Daniels qui a été réalisé sur en gros la base de la Golden Dawn, donc du Rider-Waite, mais qu'il a revu à sa sauce et avec donc ce monde de vampires. Donc c'est en anglais, il existe en français. Il existait en français, maintenant il est plus édité. Alors attendez, je me suis préparé un petit thé, d'ailleurs qui sent super bon, j'adore. Secret de fleurs, je viens de l'acheter dans mon... on a un petit magasin de thé dans mon village qui fait aussi poste, puisque maintenant ils ont remis la poste dans les magasins. Et bon, il y a plein de gens qui ont râlé, mais moi j'aime bien en fait ce côté d'aller dans un petit magasin. D'ailleurs, mon arrière-grand-père, il était boulanger et c'est lui qui faisait aussi la poste à l'époque. Donc voilà, j'aime bien. Et donc du coup, il a plein de thés super sympas. Et j'ai acheté celui-là, c'est des thés bio. Et voilà, donc je vais boire un petit coup. Ah mince. Ah là 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 là. Mon bureau, c'est un ancien bureau que mon père m'a restauré. Et du coup, il faut absolument pas que je mette une tasse chaude dessus. Et zut, j'ai fait une marque. Bon, c'est pas grave. Délicieux. Donc, je disais le tarot des vampires, et je voulais vous montrer 2-3 cartes quand même. Il est au niveau visuel, c'est super beau. D'ailleurs, j'avais acheté aussi l'oracle qu'il avait mis en Kickstarter, je crois. Mais il y a un côté, il n'y a que des jeunes gens. Et puis c'est pas très... Moi je suis plus dans une phase un peu liée à la Terre. Donc là on n'est pas du tout lié à la Terre. C'est un jeu qui est plus... les vampires souvent on a plus un ressenti émotionnel. Donc on a que des canons de beauté pratiquement. Dans des poses assez... voilà. Ça fait très... oui, ça fait très adolescent je trouve. Et c'est aussi son charme, hein, c'est très joli et je pense qu'il peut plaire à des personnes, de jeunes personnes. J'adore le dos. Le dos est incroyablement beau. Je vais me faire les tours, mais je sais pas. Peut-être je les ferai rouges, les tours. Donc j'aime aussi cet archétype du vampire. Je trouve qu'il est intéressant. Je vous avais montré aussi un autre tarot des vampires que je préfère de Robert Place. Et il dit il y a quelque chose sur la quête de la vie éternelle, donc sur la recherche de l'âme. Donc c'est un archétype qui va très très bien avec le tarot. Et à nouveau, voilà, j'ai commencé à regarder, mais il y a vraiment beaucoup de choses et des explications assez simple et une représentation des cartes qui est riche. Donc mais il y a du boulot. C'est un jeu, si on veut l'utiliser et
tout utiliser ce que l'auteur a mis dedans. Il y a pas mal d'heures de travail, même si on connaît très bien le tarot. Donc voilà, c'est le premier, c'est le tarot des vampires. Le second, c'est le tarot de la dévotion, qui est un tarot auto-publié. Alors, c'est vrai que je suis vraiment tombée sous le charme de ce tarot-là. Et il a ce côté dévotion, justement. Il a ce côté mise au service de, travail de... un peu à la... Comment dire? Un peu à la façon de façon oui, dont on s'engageait au Moyen-Âge sur un chemin. Et donc là, c'est sur un chemin, par exemple, de connaissance de soi, de positionnement de soi aussi dans le monde. Et il me plaît beaucoup. Il y a plein de... C'est pas vraiment un tarot, hein, c'est une base, enfin moi, je dirais plutôt que c'est un oracle, mais avec une base de tarot, avec des suites. Je vous l'ai présenté, hein, pour ceux qui sont intéressés. Regardez sur ma chaîne, j'ai fait une review. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'application, de la dévotion, de l'engagement. Et du coup, je trouve intéressant pour travailler sur soi et pour faire cette recherche de sens et de chemin, en fait. Voilà. Hop, donc le tarot de la dévotion de novembre. Voilà, ça c'est le deuxième. Le troisième, je vais continuer à bosser. Là, j'ai vraiment beaucoup bossé en décembre avec, mais je vais continuer. C'est le Journey into Egypt. Je l'ai pas mal utilisé aussi pendant mon voyage, parce que j'ai l'application, je voulais pas prendre les cartes, elles sont chères, donc je voulais pas les abîmer. Donc je le trouve très touchant. Je le trouve, il est chaleureux. Voilà, il y a des couleurs chaleureuses. Il y a plein d'endroits donc où je suis allée que je reconnais, donc ça met un sens supplémentaire. Et j'ai envie en fait de continuer à travailler avec, parce que c'est pareil, le livre, plus je le découvre, plus je le trouve intéressant, même si au début il y a certaines choses qui me gênaient dans les interprétations. Du coup, j'avais été un peu, je m'étais dit oh non, il sert à rien, il est nul ce livre. Déjà, il y a toute la partie qui décrit ce qui a été peint, donc ça c'est super intéressant. Et dans les interprétations, il y a certaines choses qui sont, je trouve, sympas à explorer. Donc voilà, je vais continuer à explorer et à profiter de cette Égypte, donc avec ce magicien qui est une de mes cartes préférées, et puis voilà le soleil aussi qui est juste magnifique avec la naissance d'Horus. Voilà, mais c'est un très très joli tarot. La qualité, en fait, je m'en étais pas aperçue, mais c'est en le mettant, en faisant des tirages avec d'autres jeux, en fait, la qualité de l'image est très bonne. Donc, sur peut-être la photo qui a été prise, ou enfin, toujours est-il que c'est très très bon, c'est très, voilà, c'est très. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième et le cinquième, ce sont deux tarots que j'ai reçus pour faire des reviews, que j'ai déjà en anglais. Et donc je vais... c'est une opportunité pour... alors celui-là, qui est le tarot du funambule, qui est la traduction du Linus Strider. Donc il n'est pas encore sorti, je crois, il va bientôt sortir. C'est un tarot que mon chéri m'avait offert, mais qui me plaisait beaucoup, beaucoup, que je trouvais magnifique. Et j'ai pas du tout accroché, j'arrivais pas à faire des tirages avec parce qu'il y avait trop de blanc, donc du coup je l'avais recoupé et ça allait un peu mieux. Et là, dans la version française, ils ont agrandi la partie image, donc il y a moins ce côté blanc, même si il est très blanc. Je vais vous en montrer deux, trois. Donc voilà, c'est un style qui fait un petit peu froid, mais qui peut être intéressant en fait
pour travailler avec... j'adore ce hiérophante. Il y a des cartes vraiment que je trouve exceptionnelles. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, excusez-moi, je suis pas hyper claire certainement dans cette vidéo. J'avais envie de retravailler avec des jeux plus chargés. Donc, ça fait quelque chose d'assez sobre avec un jeu plus chargé. C'est intéressant. Et puis, j'ai aussi le jeu de l'artiste sur les plantes que j'aime énormément. Et du coup, qui va bien avec. Et puis, en fait, je l'aime bien. Il faut que je veux lui redonner sa chance, en fait. Et du coup, j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie voilà, de l'utiliser. Je vous remontre 2, 3 choses. Et le livre est bien fait aussi. Et en plus, en français, c'est tellement plus facile. Donc voilà, je suis super contente qu'il ait été traduit parce que c'était au début un jeu auto-publié. Après, ça a été publié par, je crois, les Welling. Et puis ensuite, bon, il rentre pas très bien dans la boîte. Ah oui, il rentre pas dans la boîte d'ailleurs, oui c'est vrai. Il était mis en 2. Donc oui, c'est un jeu qui a été publié par les Welling et puis traduit, donc ça c'est très très chouette. Un autre jeu qui est là, un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise déjà beaucoup, qui est le tarot divinatoire du corbeau. Donc c'est pareil, il va sortir en français, en anglais c'est le Raven's Prophecy. J'adore. Et du coup, voilà, je suis hyper contente qu'il soit sorti en français. Il est sympa, je vais un peu mieux étudier le bouquin. Voilà, donc moi je l'ai complètement découpé. Il n'était pas présenté exactement, enfin les chiffres n'étaient pas là, donc on pouvait couper. Donc moi j'ai tout découpé, la version anglaise. Voilà, je l'adore. Voilà, j'adore. D'ailleurs, vous avez dû déjà le voir sur ma chaîne, hein, c'est pas la première fois que je le montre, mais là, voilà, c'est la version en français, qui est très... voilà, les cartes sont de bien meilleure qualité que les cartes en anglais, avec toujours, parfois, hein, il peut y avoir des défauts quand il y a des dorures. Les dorures, c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est super joli, mais très souvent ça crée des défauts dans les jeux. Donc ça c'est le cinquième. Alors après, la question d'après, c'est les oracles avec lesquels j'ai envie de plus travailler. Donc j'en ai sorti... Oups. Ouais, j'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5. 5. Alors, pratiquement que des auto-publiés, mais aussi un oracle. Là, j'ai fait la review, j'espère que je vais pouvoir la poster, peut-être que je la posterai avant cette vidéo. C'est l'oracle des fées de Paulina Cassidy, qui est vraiment chouette, qui avait été déjà traduit par Ada. Voilà, j'ai envie de vraiment prendre le temps de lire les textes qui sont liés aux cartes, parce qu'ils sont très bien écrits, ils sont hyper intéressants. Et puis ce sont vraiment de très belles cartes. Donc voilà. Ça, c'est le premier. Alors, le reste des jeux. Donc ça, c'est Mass Market. Hein, c'est les éditions Contredire. Donc on les trouve à prix, voilà, 25 €. Dans des librairies ésotériques ou bien sûr sur Amazon. Alors ensuite, ce sont que des jeux autopubliés. Alors le premier, c'est un jeu qu'une abonnée m'a offert. D'ailleurs, je la remercie parce que il a quelque chose, ce jeu, le Wistar, qui me plaît beaucoup. Et je vais continuer à l'utiliser. Voilà, j'ai déjà utilisé un peu et je vais continuer. Il a quelque chose d'assez fantomatique. C'est des cartes avec texte au dos. Oui, il a quelque chose de fantomatique. Donc il est bien pour parler avec les fantômes, avec les ancêtres, avec les fantômes en soi aussi.
avec tout ce qui est un peu caché, un petit peu mystérieux. Les textes derrière sont très intéressants. Il est en anglais, mais je l'aime bien. Voilà. Et alors que je ne l'avais pas du tout repéré quand il est sorti, il n'était pas sur ma liste d'envie. Et du coup, c'était une bonne surprise. C'est vrai que parfois, je reçois comme ça des cadeaux d'abonnés pour me remercier du travail que je fais. Et c'est chouette parce que ça me fait découvrir des jeux que j'aurais pas forcément pris. C'est comme l'Iris Oracle. C'est pareil, je pensais pas qu'il me plairait autant. Donc voilà, attendez, je vous montre. Donc je vais continuer à travailler avec ce jeu-là. Alors on peut le faire soit en étant un peu mystique en disant je travaille avec mes ancêtres, mes fantômes, etc. Enfin oui, les fantômes. Soit on peut travailler au niveau psychologique en disant je travaille avec mes fantômes à moi que je contiens. Donc le Wistar Oracle. Voilà. Alors ensuite, j'ai trois jeux que j'aimerais bien plus utiliser. Le premier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, alors que ça fait un petit moment qu'il existe, hein, c'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle. Je l'ai un peu utilisé quand je l'ai reçu, puis après je l'ai pas trop utilisé. Du coup j'ai envie de plus l'utiliser. Donc c'est le jeu de Patrick Valenza. Je l'ai acheté sur la boutique de Corvus Corax en France, je vous le dis, parce qu'elle est pas mal cette boutique. Elle a quelques jeux auto-publiés et du coup, on est sûr de ne pas avoir les taxes d'importation. On a rapidement le jeu, on sait exactement combien on va le payer. Et en tout cas pour celui-là, c'était très intéressant. Après, ça dépend de la parité entre le dollar et l'euro, bien sûr. Donc c'est un petit jeu de cartomancie que j'aime beaucoup. J'aime bien ce que fait Patrick Valenza et donc voilà, j'ai envie de un petit peu m'amuser avec et de faire des tirages avec. Hop, qu'est-ce que c'est ça? C'est les cartes de présentation, sont au milieu. Voilà, donc je vais le reprendre, en tout cas le sortir et le mettre bien disponible pour pouvoir faire des petits tirages comme ça. Quand j'aurai pris un peu de force, là je suis tellement exténuée, j'arrive même pas à faire des tirages, ou je fais des tirages ultra simples. Hop, voilà. Avec mes petits oracles, j'aime bien le petit oracle des couleurs en ce moment, il me fait du bien. Alors ensuite, il y a le Cartomancer Poker Deck. C'est un jeu que j'avais kickstarté. J'avais financé en crowdfunding l'année dernière. Et je l'ai reçu, j'ai dû faire 3 tirages avec, et après je l'ai laissé tomber. Alors il est intéressant parce qu'il a une base psychologique. Donc c'est sympa, puis c'est de la cartomancie, donc ça change un petit peu. Moi j'aime bien quand ça change, c'est sympa d'apprendre de nouvelles choses, de travailler avec de nouveaux outils. Et puis du coup, oui, il apporte cette orientation psychologique directement à partir de ces mots-clés. Hein. Il n'y a pas de guide, il y a l'image et le mot-clé. Et je le trouve vachement intéressant en fait. Hein. Les thèmes abordés sont super... comment dire, il y a une panoplie qui représente la vie humaine. Et donc du coup, voilà, il est très bien fait et j'ai très envie de plus l'utiliser cette année. Hop. Zut, je suis en train d'abîmer la boîte en le remettant dedans. Voilà. Toc. Et puis c'est en français. Il y a du français sur les cartes si vous n'avez pas vu. Donc c'est un français qui a créé le jeu. Et puis le dernier, c'est le Curious Oracle. Bon, celui-là, je le connais déjà pas mal.
Mais j'ai envie de plus le sortir. C'est vrai que j'ai plus envie de petites cartes là en ce moment. Donc, euh, donc voilà, les petites cartes. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien aussi les suites. Je le trouve très intéressant. Même chose, il couvre un certain nombre de choses enfin, comment dire, du coup, il a beaucoup de mots pour répondre aux questions. Il est un peu moins direct que certains autres jeux. Il y a des choses qui sont plus compliquées à comprendre. Mais bon, il y a le petit mot-clé dessous qui est, je trouve, qui est bien aidant pour l'interprétation. Donc ce sont des jeux avec des petites cartes, tous ces derniers jeux. Donc on peut faire des tirages avec beaucoup de cartes. Moi je ne suis pas une grande fan des tirages avec beaucoup de cartes, sauf le grand tableau du Lenormand. Et encore, la plupart du temps, en fait, quand on a une question bien précise, on n'a pas besoin de faire le grand tableau. Je fais plutôt des tirages en 9 cartes. Je trouve ça plus rapide et du coup, il y a moins de risque de se mélanger les pinceaux. Donc voilà pour ces 2 jours. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite. Ah oui, c'est sur le syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on a déjà eu le syndrome de l'imposteur? Le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas comment bien le décrire, c'est le fait d'avoir l'impression, oui, d'être un imposteur, même si on ne l'est pas. C'est des choses qui me sont... c'est beaucoup lié à la confiance en soi, à l'exigence qu'on peut avoir de soi-même. Donc, comme moi, je suis assez exigeante, c'est vrai, j'aime bien tout ce qui est parfait, bien fait, parfaitement fait. Et que je suis juste comme les autres, donc je ne fais pas ni parfait, ni... Donc oui, c'est vrai, le syndrome de l'imposteur, je vis avec sur pas mal de voilà, quand j'étais dans la chimie et qu'on me disait que oui, c'était bien et tout, voilà, j'étais assez appréciée, c'est vrai, pour mon travail. Et chaque fois, je me disais, mais non, mais ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis pas du tout au niveau, que je suis pas suffisamment bonne. Et ça, c'est quelque chose qui me suit dans tout ce que je fais, donc voilà, et aussi dans les cartes. Donc ça, c'était la question 12. Et la question 13, c'est en utilisant les arcanes majeures, ah oui, qui sont corrélés avec mon signe solaire, lunaire et mon ascendant. Donc, quelles sont les cartes qui sont corrélées avec mon signe? Alors, attendez que je retrouve la caméra. Et est-ce que j'ai vu, en fait, ce que j'ai constaté, qu'en effet, c'était bien corrélé. Donc, je vais les sortir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un tarot qui est classé pour les retrouver facilement. Donc, moi, je suis Verseau, ascendant Poisson, et j'ai ma lune en Taureau. Donc, je vais prendre les cartes. Alors, ces associations, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas... c'est des associations qui ont été données à un moment, pas au moment de la création du tarot, plus tard, fin donc du 19e siècle, début du 20e siècle, donc notamment par la Golden Dawn, mais il y a aussi Oswald Wirth qui a lui aussi fait des associations. Donc il n'y a pas... voilà, on est dans le domaine du travail personnel, on n'est pas dans le domaine, hein, c'est pas écrit... c'est pas des lois universelles. Donc moi, ce que j'utilise, c'est le travail de la Golden Dawn, mais il y a des associations qu'on peut trouver différentes en fonction des jeux. Mais la plupart des jeux dérivent du Rider, donc du travail de la Golden Dawn. Donc on va retrouver en fait, les mêmes associations. Alors moi, comme donc mon ascendant, c'est le hiérophante, et puis alors la lune, hop. Et puis, je place la lune et l'étoile. Où est l'étoile? Voilà. Hop.
Donc le Verseau est associé à l'étoile. Hein, on reconnaît bien d'ailleurs sur les cartes de Verseau le, le porteur d'eau, celui qui verse l'eau. Euh, donc je vous invite à le faire hein, parce que c'est super intéressant pour réfléchir sur soi. Donc l'étoile, c'est c'est pas une carte avec laquelle je me suis sentie toujours hyper bien liée. C'est pas ma carte préférée, autant la carte de la lune, oui, autant la carte de l'étoile, moins. Par contre, ce qui me parle beaucoup dans l'étoile, c'est l'étoile de Bethléem avec la naissance du Christ et l'étoile qui guide. J'adore les étoiles. J'aime beaucoup regarder le ciel, reconnaître les constellations. Donc j'ai ce lien avec le ciel et avec les étoiles qui est pour moi important et qui me nourrit. Donc en ce sens, voilà, oui, l'étoile, elle me porte. L'étoile, c'est aussi la direction, c'est l'espoir, c'est la guidance. Donc là-dedans aussi, je vais me reconnaître dans ces valeurs-là. Après, voilà, pour l'ascendant, qui est la carte au niveau de ce que l'on peut vivre, pour moi, dans mon système à moi, qui est la carte la plus importante, c'est la carte qui est plus proche du travail de l'âme. Donc moi, j'ai cette carte de la Lune, et là, je me reconnais vraiment bien dans la Lune. D'ailleurs, bah, mon papa m'appelait Claire de la Lune, j'ai toujours été dans la Lune. Euh, je... Et j'ai ce côté aussi, hein, dans la Lune, il y a ce côté flou, il y a les peurs, il y a l'inconscient. Et c'est vraiment ce que moi, je travaille dans cette vie-là. L'inconscient, les peurs, l'inconscient collectif aussi sur certaines choses, notamment les femmes. Euh, oui, le côté un peu flou, le côté parfois aussi illusion, hein, quand on a sur certaines choses, voilà, le fait de lever les voiles de l'illusion, c'est important pour moi. Je travaille beaucoup sur la vérité et en même temps, je suis comme les autres, c'est-à-dire que j'ai aussi plein de choses qui sont pas justes, qui sont pas vraies et que je me raconte. Donc voilà, il y a tout ce travail-là. Et puis la Lune, c'est un astre qui m'influence beaucoup. Je suis très sensible aux phases de la Lune. J'aime beaucoup quand c'est la pleine Lune, l'extérieur, et en même temps, ça me brasse énormément. J'ai une vague de quelque chose d'hyper étrange. Donc en salle, c'est vrai que cette carte-là, elle me représente vraiment bien. Après, pour l'ascendant, pour l'ascendant, n'importe quoi. Pour la lune, donc la lune à ma naissance était dans le signe du taureau. Donc du coup, c'est le hiérophante. Alors, ce qui est... au début, je me suis dit, c'est vrai qu'associer le taureau à l'hiérophante, je trouvais pas ça super... comment dire ça... J'ai pas trouvé ça direct en fait. Autant voilà la lune avec les poissons, la lune c'est très émotionnel, les poissons c'est très émotionnel, donc ça marche bien. Autant l'étoile, ben, on reconnaît presque euh, le, le, le- le signe du Verseau dans l'étoile, donc c'est assez direct. Autant là, voilà, le hiérophante en taureau, c'est pas, je trouve pas ça forcément évident. Quand on regarde un peu plus, on retrouve quand même un certain nombre de similitudes. Mais ce que je trouve intéressant pour moi, du coup, dans l'ascendant, qui apporte par rapport au signe du taureau, c'est c'est le côté sombre du hiérophante. La lune, hein, c'est très lié aux blessures de la personnalité. Donc c'est des choses, quand on est, et on est tous enfin, là-dessus, il ne faut pas non plus penser qu'on est des maîtres de sagesse. On travaille tous dessus, donc c'est des choses à guérir, des choses à, comment dire, à consolider, à rassurer. Et après, quand on devient plus évolué, c'est un boulet, donc c'est les choses dont il faut se débarrasser. Donc, moi, dans le hiérophante, il y a cette idée de tout le côté cérémonial, tout le côté appartenance à un groupe qui est difficile pour moi.
Voilà, je déteste appartenir à un groupe. Je déteste les choses formelles. J'ai du mal avec les cérémonies, les répétitions. Voilà, donc c'est parce que je suis, voilà, j'ai ce profil-là. Il y a des gens qui sont plus dans la magie, qui sont donc des rayons 7 dans, dans la théosophie, qui eux aiment bien tout ce qui est procédure, rituel, etc. Pour eux c'est facile, c'est même ce qui est naturel pour eux. Moi c'est pas ça, moi je suis un rayon 3, donc j'ai besoin de créativité, de partir dans tous les sens, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai à... justement, les rituels, la répétition, c'est quelque chose que j'ai à apprendre, à domestiquer. Ça fait partie de mes... oui, voilà, des choses qui sont pas naturelles pour moi et qu'il faut que je travaille. Donc en ça, c'est juste. Et puis ça représente à nouveau la peur de faire partie d'un groupe et d'être obligé de suivre ce que le groupe donne, et que ce soit un groupe, voilà, que ce soit l'Église catholique, même que ce soit un groupe ésotérique. Moi, j'ai toujours aimé prendre les choses qui m'intéressaient, et puis à partir de ça, faire une petite synthèse je pique un peu partout et je me fais ma propre compréhension en allant chercher de partout, en ayant les différentes facettes. Donc, chaque fois que j'ai fait partie de groupe, j'ai toujours, comment dire, je me mets toujours un petit peu aussi en recul. Je suis jamais à fond dans un groupe. Et en plus, j'ai un cerveau très analytique. J'ai un cerveau qui va voir ce qui ne va pas. Donc, je vois tout de suite ce qui dysfonctionne dans un raisonnement ou dans un groupe. Et du coup, j'arrive pas, en fait. J'ai jamais admiré quelqu'un, j'ai jamais eu un maître absolu qui m'a transporté. Par contre, j'ai admiré le travail de certaines personnes, tout en voyant leur côté sombre. Mais entre autres, le travail de Patrice Brasseur en psychosophie, pour moi, ça a été quelqu'un d'important. Voilà, le travail le travail d'Alice Bailey, mais le travail de Byron Katie, c'est plus de la psychologie, mais voilà, je vois les avantages, mais à chaque fois, je mets toujours un bémol. Et c'est super intéressant parce que l'amie avec qui je partage beaucoup de choses dans ce type de développement, elle a ce côté où elle va trouver merveilleux et elle va mettre sur un piédestal les personnes ou les techniques qu'elle va rencontrer, alors que moi, j'ai toujours un petit pas de côté. Et donc elle m'apprend cette régularité, cette fidélité. Et moi, je lui apprends ce recul, en fait, je lui apporte ce recul. C'est très riche, en fait, de travailler ensemble. Donc voilà, pour mes cartes. Donc je vous invite à le faire. C'est hyper intéressant, c'est un peu rigolo. Et puis, alors pas à le faire en étant juste en disant ah oui, tiens, voilà, c'est ça, puis c'est tout. Non, en réfléchissant dessus, c'est-à-dire en allant lire, en allant fouiller, en allant surtout réfléchir en quoi est-ce que ça résonne avec votre personnalité, avec des moments de votre vie aussi. Voilà, ma lune en hiérophante, c'est quand j'ai rejeté complètement tout ce que se faisait l'Église catholique à l'adolescence. Moi, j'y suis revenue je suis allée voir plus l'essence. Et voilà, après, bon, bah, la lune, c'était pas très compliqué, mais l'étoile, c'était aussi intéressant de la creuser parce que c'était pas direct. Donc voilà. Alors pour avoir les associations, alors si vous avez envie, je vous ferai une petite vidéo, mais vraiment hyper courte pour vous donner les associations. Sinon, ça se trouve assez facilement sur Internet ou même sur vos jeux. Faites attention à vos jeux, vous allez voir. Vous allez retrouver les signes du zodiaque sur vos cartes si vous avez un jeu issu du Rider. Et voilà. Alors, est-ce que je continue ou pas Quels sont les jeux qui vous donnent plus d'informations par le biais de l'image et la symbologie qu'on voit sur les cartes, donc qui sont plus visuels plutôt que de l'intuition ou des connaissances de tarot. Alors je vais y répondre en expliquant à quoi je réponds exactement.
Je vais vous montrer quelques jeux qui, pour moi, sont des jeux qui, lorsqu'on regarde les images, constituent des histoires. Et à partir de ces histoires, on va lire et on va interpréter le tarot, enfin le tirage. Donc ça veut dire que je vais poser les cartes les unes à côté des autres, ça va créer un paysage et il y a quelque chose qui va se passer avec ces cartes. Je peux même mettre les cartes les unes au-dessus des autres et puis il y a une histoire qui se produit. Et donc il y a des jeux qui sont plus propices pour ça. Donc par exemple le tarot de Marseille, ça va pas du tout. Alors que certains jeux comme par exemple le Gypsy Palace Tarot que je vous ai déjà montré, celui-là il s'y prête très très bien. Donc on peut, voilà, on va mettre les cartes les unes à côté des autres et il y a une petite histoire qui va se créer et à partir de cette petite histoire, on va avoir notre réponse. Et je trouve que c'est super intéressant comme façon de tirer les cartes parce que c'est très proche en fait de la façon dont les oracles étaient réalisés il y a très longtemps dans le marc de café ou quand on regardait voilà, dans le thé, etc. On regardait un peu qu'est-ce qu'on voyait et à partir de ça, on avait notre réponse. C'est une façon de faire qui est pour moi la façon la plus simple et en même temps la plus compliquée parce qu'il n'y a pas de cadre. Donc voilà. Donc le Gypsy Palace Tarot, il s'y prête très très bien. Tous les jeux qui racontent des histoires s'y prêtent bien. Et il y en a un autre, si je l'ai pris, qui est vraiment génial aussi pour ça. C'est celui-là. C'est le Tarot des Lumières Enchantées. Je vous montre le petit... J'ai plus la boîte. Je l'ai tout découpé, hein, c'est un tarot de Lo Scarabeo. Et il est, du coup, je l'ai découpé justement pour faire ça. En plus, l'artiste a confectionné le jeu à partir de tableaux qu'elle a découpés. Donc, parfois, on se retrouve, on reconstitue le tableau. Et donc, on va, en ayant 3 cartes, voilà, hop, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes, je vais vous montrer avec 3 cartes. On va créer une scène et à partir de cette scène, on va avoir notre réponse. Et j'aime beaucoup cette façon de travailler. C'est super fun à faire et c'est vachement puissant. C'est très puissant. On peut le faire soit, alors on utilise toujours l'intuition ou au niveau psychologique, c'est-à-dire la scène, elle peut nous parler au niveau psychologique, mais on peut aussi juste lire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe. Donc on se pose ces questions-là, voilà, qu'est-ce que je vois, quelle est la scène, qu'est-ce qui se passe, si je devais raconter une histoire, voilà ce que ce serait comme histoire. Et en fonction de cette histoire, qu'est-ce que je peux en déduire sur la réponse à ma question. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ça, c'est 2 jeux qui sont, je trouve, particulièrement intéressants pour faire ça. Je trouve aussi que le tarot de la magie verte va super bien pour faire ça. D'ailleurs, j'adore ce tarot. Je vais vous le remontrer. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais bon. Voilà. C'est pareil, vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs cartes les unes à côté des autres. Donc je redis le tarot de la magie verte. Je verrai si j'ai assez de force pour vous mettre les liens, mais dessous, celui-là, je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais bon. Donc vous voyez, donc après on peut avoir, par exemple ici, alors, attendez, voilà. Donc on a, par exemple ici, on va avoir une histoire, donc on peut se dire... le vieil homme, c'est peut-être le même, il est d'abord allé chercher dans la forêt, après des herbes pour faire son rituel, pour changer les choses, pour faire sa transformation, et après, il a guéri le jeune homme. Donc on peut, en fonction de la question qu'on a posée, à partir de l'histoire, faire l'interprétation. Voilà, j'ai travaillé sur
la guérison de, si je suis un homme, de mon enfant intérieur, par exemple. Ça me permet de repartir vers des nouvelles aventures. Donc ça veut dire que j'ai un rituel à faire, qu'il faut que j'aille peut-être me promener, aller chercher des choses, faire un rituel pour reprendre un peu la pêche. Voilà, on a cette idée de travail un peu en solitaire sur soi, là, pour après repartir à la conquête du monde. Donc il y a... Celui-là, il est vraiment chouette pour faire ce travail de lecture de cette façon-là. Si ça vous intéresse, faites-le d'abord avec 3 cartes pour pas avoir trop de choses, mais on peut le faire avec beaucoup de cartes et le voir un peu comme un storyboard. Donc avec certaines cartes qui vont représenter juste une seule image et puis d'autres qui vont représenter ce qui se passe après. Un peu, d'ailleurs, les hiéroglyphes, je reviens à l'Égypte, je vais vous casser les pieds un peu avec. Ils étaient faits un peu comme ça, c'est-à-dire que il y a certains hiéroglyphes qui expliquent, par exemple, comment reconstituer une barque, parce que les gens, ils se faisaient enterrer avec une barque en kit, et puis il y avait des hiéroglyphes pour expliquer comment remonter la barque. Ben là, c'est un petit peu ça, c'est un peu comme si on vous mettait... on vous mettait par image une posologie ou voilà, c'est un truc Ikea. D'abord, vous allez faire ça pour répondre à la question. Il faudra d'abord faire ça, après ça et après ça. Et après, vous obtiendrez ça. Et donc, du coup, voilà, ce jeu-là, il s'y prête bien. Je pensais à un autre jeu que j'aime bien aussi. Mais celui-là, je ne le montre pas très souvent. C'est dommage parce qu'il est vraiment bien. C'est celui-là, l'Omega Land. C'est un jeu en anglais avec un monde un peu post-apocalyptique. Il est pas mal pour les gens qui ont un intérieur apocalyptique. C'est pour ça aussi que je le trouve bien pour travailler. Et voilà, on a des choses de ce type-là, donc des scènes de vie, donc assez un peu costaud, hein, et donc il peut parler de ce qui se passe à l'intérieur pour expliquer qu'est-ce qui se passe là. Donc voilà, bon, après, voilà, j'en prends 3 au hasard. Attendez, il faut que je les regarde. Donc voilà, on a voilà, le conflit intérieur ou un conflit extérieur il va falloir peut-être demander de l'aide à cette personne qui va aider, mais il va peut-être falloir attendre, c'est pas tout de suite, il va falloir être patient. Donc vous voyez, il y a cette grande facilité à créer des histoires avec ces cartes et avoir du coup la réponse sous forme d'histoire. Donc toutes les personnes qui aiment les histoires, moi je vous invite d'ailleurs à tirer les cartes comme ça parce que c'est super, c'est vraiment très très chouette et on a vraiment des résultats hyper intéressants et au niveau guidance et au niveau compréhension de la psychologie. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus léger quand on tire les cartes comme ça. Voilà, alors je vais terminer là-dessus, je continuerai dans une prochaine vidéo, je vous embrasse tous, à bientôt.